L'utilisation du corps humain existe depuis que l'homme existe. Pensons à la prostitution, à la pornographie ou encore à l'esclavage. Mais depuis quelques décennies, de nouveaux systèmes d'appropriation du corps et de nouveaux systèmes de pensée se mettent en place, techniques et pensées se modifiant toujours l'une l'autre. Aujourd'hui, le corps et des parties du corps n'échappent plus au calcul marchand. Gunther Anders, passionnant philosophe dans L'obsolescence de l'homme en 1956, disait déjà que le monde vivant dans son ensemble est considéré comme une mine à exploiter. On parle désormais d'économie du vivant. L'OCDE, en 2009, a publié La bioéconomie à l'horizon 2030, un rapport dans lequel on lit « Les progrès dans le domaine de la bioéconomie peuvent aboutir à des avancées socio-économiques majeures. Les organismes vivants représentent une source d'énergie renouvelable dont on peut tirer profit. L'homme aussi, la médecine régénérative est identifiée comme le principal moyen de développement. Alors voyons ensemble les moyens, les causes et les différents types d'appropriation de cette bioéconomie. Le principal moyen de mise en place de cette bioéconomie et de ces nouvelles formes d'appropriation du corps est un immense détournement. De quoi ? Du concept de don. En ce domaine, les rhétoriques de l'altruisme pullulent. Pensons à la manière dont sont présentés le don de gamètes ou la gestation par autrui. Ces éléments de langage camouflent les mécanismes d'appropriation scientifiques et juridiques sur lesquels repose la bioéconomie. On est dans une croyance que le vivant humain reste dans le domaine du don, mais c'est totalement faux. Le don camoufle le marché, l'échange marchand se greffe sur le don. Par exemple, des couples font don de leur embryon, qu'on dit surnuméraire, à la recherche. À partir de ces embryons se créent des cellules souches embryonnaires qui sont commercialisables ou riches d'une biovaleur pour les chercheurs. Et même quand l'un des acteurs d'une chaîne n'est pas rémunéré, cela ne fait pas disparaître pour autant l'industrie globale dont il est le pivot. Prenons l'exemple de la gestation par autrui. Certains disent qu'il serait éthique de légaliser une GPA vraiment altruiste, c'est-à-dire gratuite. En fait, comprendre celle dans laquelle la mère porteuse serait la seule à ne réaliser aucun bénéfice. Cette vision est une absolue illusion d'éthique, pour 3 raisons. Admettre une GPA, quel que soit le nom qu'on lui donnera, revient à admettre comme licite la transaction délibérée et préméditée d'un bébé. Gratuit ou payant, qu'est-ce que ça change pour l'enfant ? Ici, il y a appropriation du corps de la femme par convention et appropriation de l'enfant, objet de transaction. C'est oublier, deuxièmement, volontairement, qu'il s'agit d'un marché de plusieurs millions de dollars avec ses logiques d'expansion et déjà pas moins de 30% annuels de progression. La mère porteuse est le maillon essentiel, mais cette industrie est globale. Cliniques, avocats, hormones, banques de gamètes, tests préimplantatoires et prénataux. Et troisièmement, quand la GPA est admise, l'appel d'air, ou plutôt l'appel d'offres, est inévitable. Les pays qui ont légalisé une GPA gratuite sont aussi les plus gros consommateurs à l'étranger. Pourquoi ? En fait, très peu de femmes acceptent de porter l'enfant d'une autre. Évidemment, le moteur financier convainc plus facilement. Les demandeurs se tournent alors vers les GPA payantes qui rencontrent plus de volontaires et donc vers les pays pauvres. Le prétendu altruisme génère en réalité un marché. Deuxième moyen, que j'appellerais l'économie de la promesse. L'utilisation de cellules embryonnaires, la médecine régénérative, les expérimentations sur les embryons, tout cela est fondé sur des promesses d'utilité. Nouvelles thérapies, éradication de maladies. Je vais prendre un exemple. Le sang de cordon ombilical. Il est riche de cellules souches et de potentialités thérapeutiques. Son utilisation, quand elle est respectueuse de la femme, de l'enfant et des conditions d'accouchement, permet une mise à disposition pour autrui. C'est un progrès thérapeutique à saluer. Mais en même temps, des banques privées de conservation à l'étranger incitent à ce stockage privé en faisant miroiter qu'un jour cela pourrait sauver un membre de la famille. On détourne donc ce don mis pour la santé publique au détriment de la santé individuelle que seuls les riches pourront se payer. Une fausse promesse
cela ne leur servira peut-être jamais, alors même que cela pourrait déjà sauver quelqu'un, et c'est un détournement au fond de l'esprit du don en réalité marchande. Exemple aussi très notable, celui de l'autoconservation des ovocytes, proposé désormais aux femmes sans aucune raison médicale. En fait, ce nouveau marché sur le ventre des femmes se fonde sur une fausse promesse, celle d'une assurance maternité. Voyons maintenant les causes de cette bioéconomie et j'en évoquerai 5. La première, c'est notre rapport à la vie, à la mort, à la santé et au corps. La source de la bioéconomie, je crois, est la peur de la mort, la quête de la jeunesse éternelle et de la santé parfaite. La pandémie a mis un peu en lumière la manière dont la santé est aujourd'hui conçue dans nos pays occidentaux. Rester en vie plus que rester humain. La santé parfaite est quasiment devenue le seul sens donné à l'existence. Vous voyez, il est révélateur que nous parlions de capital santé. Et le vieillissement est de moins en moins perçu comme un phénomène naturel et de plus en plus comme une anomalie. Frontière entre normal et pathologique, entre naturel et artificiel, entre sujet et objet s'efface. Et cette économie du vivant n'augmente pas juste à cause de nouvelles maladies ou par l'augmentation de l'espérance de vie, mais parce qu'une biopolitique libérale qui se caractérise par un fort individualisme et une logique de culte de la santé parfaite se développe. Dans l'idolâtrie de la vie, le philosophe Olivier Rey montre l'évolution de la définition du mot « vie » au cours des derniers siècles. Avant 1750, le dictionnaire de l'Académie française définissait la vie comme l'état où l'homme est quand son âme est unie à son corps. En 1795, âme disparaît. Âme et corps sont séparés. Nous sommes dans l'ère de l'homme désincarné, selon l'expression de la philosophe Sylviane Agacinski. On voit le corps humain comme une machine avec ses fonctions biologiques, un amoncellement de pièces qui deviennent des pièces détachées et des ressources interchangeables. Les cellules qui sont riches de vitalité, comme les ovocytes, les spermatozoïdes, les cellules souches, deviennent des bio-objets qui possèdent une bio-valeur. Par ailleurs, on remarque une forme de radicalité écologiste qui émerge. Une idéologie verte qui trouve en fait que l'homme est de trop dans la création. Il pollue, il tue, il détruit. Et cette radicalité qui s'impose politiquement et médiatiquement génère carrément ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Il ne faut plus faire d'enfants, il faut tout recycler. Regardez cette campagne actuelle de publicité en Suisse. Ton corps aussi est recyclable, tellement symptomatique de notre époque. La deuxième cause que je relève, c'est un prisme moderne, celui du Dieu progrès. Une vision du progrès qui ne serait que scientifique, technique et économique. Le progrès moral, le progrès humain étant au mieux secondaire, mais plus souvent exclu de ces modes de pensée. Troisième cause, dans nos sociétés post-mortelles, on est dans la tentation de l'homme-dieu, selon l'expression du brillant philosophe Bertrand Vergely. Une nouvelle religion, le transhumanisme, prétend délivrer l'homme de lui-même, de sa condition fragile, mortelle. Elle promet de l'améliorer par la technologie, les sciences médicales, cognitives, informatiques. Sur ce point-là, je ferai deux constats. Cette prétendue augmentation commence toujours par réduire l'homme à ses neurones, à un code-barre génétique, à ses fonctions biologiques ou à ses capacités. Deuxième remarque, plus ces idéologies prétendent délivrer l'homme de lui-même, plus elles contribuent à mettre en place de nouveaux esclavages de lui-même et de son corps. Quatrième cause, le détournement des pratiques et des fins.
L'exemple là le plus emblématique, c'est celui de la procréation artificielle. Au départ, la finalité était d'aider les couples infertiles à avoir un enfant. Petit à petit, on a basculé d'une PMA subie à une PMA choisie ou exigée. Et une logique de rentabilité s'est mise en place. On fabrique des embryons en surproduction, on fait des stimulations ovariennes intenses pour récolter plus d'ovocytes, on congèle les embryons, mais aussi de plus en plus les gamètes, parfois sans raison médicale. Et ces cellules porteuses de vie et ces êtres humains au début de leur développement n'ont évidemment pas tardé à attirer les convoitises. Des études montrent que les couples, quand ils ont leur famille et ne veulent plus leurs embryons congelés, eh bien, ils ont beaucoup plus tendance à les donner à la recherche plutôt qu'à un autre couple ou plutôt que de se résigner à les détruire. En fait, comme l'explique parfaitement la sociologue canadienne Céline Lafontaine, vu l'investissement physique, affectif, psychologique et parfois économique mis dans les FIV, les parents estiment ainsi donner une seconde vie à leurs embryons. Les détruire leur apparaît comme du gaspillage ou comme un sacrilège. Alors donner à la recherche est consenti comme un sacrifice à la science qui leur a aussi beaucoup donné. C'est une logique de dette-sacrifice auquel les parents ne sont pas préparés mais mis devant le fait accompli. Mais quelle liberté au cœur même de ce qui ne manquera pas d'être présenté comme un consentement. Au Royaume-Uni, des programmes proposent aux femmes de donner certains de leurs ovocytes pour payer moitié prix les FIV. Elles voient le bénéfice sans mesurer l'appropriation dont elles font l'objet. En 2009, l'État de New York a autorisé la rémunération d'ovocytes pour la recherche, pour créer de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires. Cinquième cause, évidemment, la logique économique. Alors, pas logique au sens de conforme au bon sens, mais au sens de mouvement inhérent enclenché par la quête de profit. On brevette le vivant, il y a un commerce mondial d'ovocytes, de sperme, de cellules souches embryonnaires. Il existe aussi un marché mondial de la GPA, un tourisme médical qui va de la chirurgie esthétique à la transplantation d'organes, en passant par les soins dentaires et la médecine régénérative. Bien sûr aussi l'immense tourisme procréatif et même le tourisme de la mort avec ces associations qui commercialisent euthanasie et suicide assisté. Et preuve que tout ça est un immense marché, eh bien c'est que le marché noir existe, le trafic existe, celui des organes par exemple. Ces logiques d'appropriation touchent plutôt les pauvres en priorité, mais aussi les femmes. Aux États-Unis, le don de sang est rémunéré. On devrait alors l'appeler vente de sang. Certains observateurs évoquent un business de l'or rouge. Et où sont ces centres de collecte? Dans les quartiers pauvres. C'est une complète rupture de la fraternité. Il y a beaucoup d'étudiantes américaines qui vendent leurs ovocytes pour payer leurs études. Autre exemple, ce sont bien sûr dans les pays pauvres qu'on trouve des usines à bébés et aussi ce massif recours à la GPA. Quant au trafic d'organes, évidemment, il touche les plus pauvres. Par exemple, des survivants du tsunami de 2004 vendaient un rein pour assurer la survie de leur famille. Cette bioéconomie donc exploite avant tout les pauvres, mais pas seulement. La médecine régénérative, cette discipline porteuse d'espoir qui utilise les cellules souches pour soigner des personnes, soit des cellules extérieures à elles, soit leurs propres cellules, ça facilite la compatibilité immunitaire. Cette discipline est relativement émergente, elle n'est pas toujours sans risque, ni toujours efficace. Et dans les pays occidentaux, elle est réglementée. Mais dans d'autres, il n'y a ni suivi, ni réglementation. Donc les riches, ce sont eux qui s'y rendent
prêts à tout pour guérir ou pour vivre plus longtemps. Ainsi, ils deviennent les cobayes volontaires et ils se retrouvent aussi inclus dans cette appropriation du corps. Et cette idéologie ultralibérale qui propose au fond cette vision de « mon corps m'appartient », eh bien cette vision entretient l'idée que nous serions libres de choisir des traitements expérimentaux. Dernier point majeur, cette bioéconomie met la main en priorité sur les femmes. Le corps féminin est au centre de la bioéconomie. Et les débats sur la question du genre minimisent complètement l'importance des dimensions corporelles de cette domination. Autrement dit, la déconstruction théorique de la différence sexuelle en tant que réalité biologique eh bien, favorise un aveuglement devant ces enjeux d'exploitation du corps féminin. Tous les débats occultent toujours la provenance féminine et la complète absence de considération quant au risque pour les femmes. Alors en conclusion, je dirais que les éléments clés sont bien cette notion de don et de consentement qui camoufle ces nouvelles appropriations du corps, repenser un féminisme qui ne nie plus les enjeux modernes d'exploitation du corps des femmes, repenser l'embryon humain comme être humain qu'il est indigne d'exploiter et cultiver l'émerveillement sur la condition humaine. Nous parlons d'ingénierie du vivant, nous devrions parler de génie du vivant. Et je terminerai alors sur cette éclairante analyse de Francis Fukuyama dans La fin de l'homme. Il pose les enjeux de la révolution biotechnique dans ces termes. Il dit « Nous n'avons à accepter aucun de ces mondes futurs sous le faux étendard de la liberté, qu'il soit celui des droits de reproduction illimités ou celui de la recherche scientifique sans entrave. Nous ne devons pas nous considérer nous-mêmes comme les esclaves obligés d'un progrès technologique inéluctable si ce programme n'est pas mis au service de finalités humaines. La liberté véritable signifie la liberté pour les communautés politiques de protéger les valeurs qui leur sont les plus chères. Et c'est cette liberté-là qu'il nous faut exercer à l'égard de la révolution biologique d'aujourd'hui.